Il est 16 heures et quelle conférence. Nous allons avoir le plaisir de recevoir Luc Julia, vice-président de l'innovation, enfin en charge de l'innovation pour Samsung Monde. Mais avant qu'il me rejoigne, quelques minutes pour une présentation de ce parcours. Et quel parcours, comme je le disais. Luc Julia, vous êtes originaire de Toulouse. Très jeune, vous vous passionnez pour l'électronique et l'informatique. D'ailleurs, avant les années 80, dès l'âge de 12 ans, vous apprenez la programmation. Puis, vous partez filière scientifique, maîtrise de mathématiques et d'informatique, DEA d'informatique. Vous poursuivez vers Télécom Paris, ex-École nationale supérieure des télécommunications, où vous décrochez un doctorat en informatique. Très rapidement, vous passez au CNRS dans une unité de recherche et vous décidez de partir aux États-Unis. Et là, tout s'accélère. D'ailleurs, vous arrivez aux États-Unis dans l'idée de poursuivre une thèse. Et là, tout s'accélère. Vous passez par le MIT à Boston, puis vous intégrez la société SRI Internationale au sein de la Silicon Valley, où vous travaillez comme chercheur en interface vocale. Vous vous prenez d'affection pour cette terre qu'est la Californie, et pas que, également pour les chemises hawaïennes et le mode de vie de ce territoire, mais je vous comprends aisément. En 1994, vous participez au lancement de Nuance Communication, une multinationale spécialisée dans l'imagerie et la reconnaissance vocale, et puis arrive 1997, année très dense, très riche, en l'occurrence, puisque la société SRI vous propose de créer votre propre laboratoire. Vous lui choisissez d'ailleurs un nom très chic, puisque en l'occurrence, c'est Computer Human Interaction Center, soit chic. Ce dernier étant spécialisé dans l'intelligence artificielle. Vous élaborez d'ailleurs les premiers réfrigérateurs connectés. Vous intervenez aussi sur des prototypes de voitures intelligentes. Et nous sommes en 1998. 97, je reviens. Vous êtes avec votre ami Adam Scheyer. Vous déposez les brevets de ce qui va devenir Siri, que l'on connaît bien, ou en tout cas bon nombre dans la salle. Je ne vais pas faire comme Éric Léandri tout à l'heure à vous faire lever la main, mais bon nombre dans la salle avons dans notre poche. Et d'ailleurs, en 99, vous présentez The Assistant, l'ancêtre de l'assistant vocal. L'entreprise Siri ne sera fondée qu'en 2007 et vendue à Apple en 2010, que vous rejoignez en 2011, cette petite start-up. Et en fait, vous y restez à peine un an. Et vous êtes surtout là pour aider votre ami à développer l'assistant. 2012, vous rejoignez Samsung, groupe européen qui pèse plus de 210 milliards et dont vous êtes aujourd'hui le vice-président, comme je le disais, en charge de l'innovation monde. Je finirai par un passage qui, moi, m'a particulièrement marqué, mais cela dit, avec ce que je viens de décrire au niveau de l'ensemble de votre carrière, ça l'est tout autant. 2017, le président Emmanuel Macron est élu et là, vous vous dites... Moi, j'ai envie de faire quelque chose pour la France. Et vous demandez à Samsung de créer le laboratoire de l'intelligence artificielle à Paris. Il refuse, vous démissionnez, il vous réembauche. Si ça, ce n'est pas de la conviction, ça y ressemble fort. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Monsieur Luc Julia. Je vois qu'il nous manque le micro. Éric Léandri l'a... J'ai le micro. Vous l'avez. Très bien, parfait, super. Alors, avant de vous laisser à votre intervention, j'ai une question à vous poser parce que quand j'ai préparé votre venue, je me suis dit, fichtre, je suis face à un homme qui a créé un assistant vocal, Siri, que 500 millions de personnes utilisent. Déjà ça, c'est pas mal. Et je me suis testé à quelque chose avec Siri. J'ai dit, dis Siri, qui suis-je ? Stéphane, tu t'appelles Stéphane. Je me suis dit, tiens, mais alors, Luc Julia, quand il demande à Siri, dis Siri, qui suis-je ? Luc, tu t'appelles Luc. Et là, vous êtes le seul à pouvoir lui dire, je suis ton père. Ouais, bah, il faut bien dire les choses. Je lui dis plutôt, je suis ton grand-père. Ton grand-père. Ouais, parce que voilà. Ça fait quand même longtemps. Ouais. Bon, en tout cas, nous allons vous écouter avec un grand plaisir et je vous souhaite bon courage car vous avez 35 minutes pour nous expliquer que vous êtes un spécialiste de quelque chose qui n'existe pas selon votre dernier livre. Écoutez, je vous laisse 35 minutes, je vous retrouve pour le jeu du question-réponse puisque vous aussi, vous avez souhaité répondre aux questions de la salle. Merci Luc Julia. Merci beaucoup. Bon, bah, vous avez la première image du seul slide qu'on va regarder, hein, c'est moi, avec une chemise hawaïenne, parce que c'est comme ça qu'on me reconnaît en général. Donc c'est facile, quand vous voyez un gars avec une chemise comme ça, c'est moi. C'est pas forcément joli, hein,
mais ça fait partie du jeu. Bref, je vais vous parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Alors cette intelligence artificielle qui n'existe pas, justement, c'est celle dont on nous rebat les oreilles dans les médias depuis, on va dire, 4-5 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut arrêter de parler d'intelligence artificielle, de celle-là, de cette intelligence artificielle de Hollywood, donc qui existe en fait depuis beaucoup plus longtemps que ces, disons, 5 dernières années où on en parle. L'intelligence artificielle a démarré en 1956. En 1956, il y a des scientifiques très intelligents de l'université de Dartmouth qui se sont réunis et qui avaient décidé qu'ils avaient pu modéliser mathématiquement un neurone. En 1956, vous pouvez bien imaginer qu'un neurone, déjà, on ne savait pas trop ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est trop aujourd'hui, hein, encore. Les spécialistes du cerveau disent qu'ils comprennent entre 20 et 40% du cerveau, donc ça veut dire qu'on ne comprend pas grand-chose. Mais en 1956, ça veut dire qu'on comprenait encore moins, mais ils avaient dit, on peut modéliser mathématiquement un neurone. Si on a un neurone modélisé, on peut modéliser un réseau de neurones. Si on a un réseau de neurones, on a un cerveau. Si on a un cerveau, on a de l'intelligence. Et donc, on a créé l'intelligence artificielle. C'est stupide comme raisonnement, mais bon, c'est le raisonnement qu'ils ont eu. Et malheureusement, c'est resté depuis. Et on a cru qu'on avait vraiment créé cette intelligence artificielle qui, je vais vous démontrer, est en fait complètement pas intelligente. Mais avant de vous démontrer ça, je vais vous raconter ce que moi je pense qui est et qui devrait être l'intelligence artificielle. Et comme on vient de dire, je suis quand même franco-français, franchouillard de base, j'aime bien dire que nous, Français, on a tout inventé. Et donc, ce n'est pas les Américains qui ont inventé l'intelligence artificielle, c'est nous. Et c'est nous il y a très longtemps, en fait, puisque l'intelligence artificielle, pour moi, elle remonte en 1642. 1642, c'est quoi? C'est quand Pascal a inventé la Pascaline, la première machine à calculer. Alors, bon, vous allez me dire, une machine à calculer, c'est pas si compliqué que ça. Moi, je pense qu'une machine à calculer, c'est quelque chose qui peut nous rendre plus intelligents, parce que ça fait des trucs quand même assez compliqués. Ça fait, celle-là, en l'occurrence, des additions et des soustractions. Alors, c'est peut-être pas compliqué, mais si je vous demande tout de suite combien font 1749 plus 744, d'accord. Donc vous ne l'avez pas, ok? Personne ne l'a eu. La machine, la Pascaline l'aurait eu à peu près en 2-3 secondes. Alors c'est beaucoup plus que ce que font les machines aujourd'hui, évidemment. Mais une Pascaline, c'est relativement intelligent, puisque ça fait des trucs que vous n'avez pas pu faire en 10 secondes. Ok? Donc, tout ça pour dire que l'intelligence artificielle, ça dépend ce que ça veut dire, ça dépend ce qu'on peut lui faire dire ce qu'on veut, mais ça va être à la fin un outil. Un outil qu'on maîtrise, un outil qu'on décide d'utiliser quand on a besoin pour pallier à certaines de nos défaillances ou de vos défaillances. Je vais revenir à mes amis de 1956. Non seulement donc, ils ont appelé ça l'intelligence artificielle d'une manière erronée, mais en plus ils se sont attaqués à un problème qui est certainement le problème le plus compliqué auquel on puisse s'attaquer, puisqu'ils ont décidé d'avoir la solution du langage naturel. Le langage naturel, Descartes disait que c'est le propre de l'homme, et c'est effectivement quelque chose de très compliqué, hein, parce que nous, dans nos conversations, des fois, on ne se comprend pas bien. Pour que la machine comprenne vos conversations, c'est évidemment encore plus compliqué. Donc devinez ce qui s'est passé dans les années, donc fin des années 50, début des années 60, ils ont échoué. Parce que non seulement la technique n'était pas au point, mais en plus de ça, ils ont pris un problème qui était beaucoup trop compliqué. Ils ont échoué et ça a donné quoi? Ça a donné quelque chose qu'on appelle l'hiver de l'IA, le premier hiver de l'IA. C'est-à-dire qu'on avait menti, globalement. On a fait des promesses qui n'étaient pas atteignables. Et évidemment, les fonds se sont taris et on a arrêté l'intelligence artificielle. Okay? Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, j'ai peur qu'on rentre à nouveau dans un hiver de l'IA à force de raconter des bêtises, comme on nous raconte tous les jours dans les journaux, ou certaines personnes mal intentionnées, que je considère mal intentionnées, qui nous racontent ça. Donc j'ai peur qu'on rentre dans un hiver de l'IA, alors que mon IA, celle que je vais vous montrer aussi un peu tout à l'heure, celle qu'on peut faire tous les jours, on peut faire des trucs absolument fantastiques, il ne faut surtout pas s'arrêter, juste parce qu'il y a des bouffons qui racontent n'importe quoi. Okay? Donc pour ça, je vais continuer un peu l'histoire. En 1956, donc, on fait des trucs, on s'arrête un peu. Ces réseaux de neurones sont plus tellement à la mode, ils sont plus à la mode du tout, puisqu'il y a cet hiver. Mais il y a quelque chose qui continue, qui s'appelle les systèmes experts. Les systèmes experts, vous avez certainement entendu parler, c'est
ce qu'on aurait pu appeler jusqu'à pas longtemps la programmation un peu classique. On a des règles et des bases de règles où on dit si machin a leur truc, et puis c'est de la programmation séquentielle. Et ça a bien marché hein, pendant donc, les années 70, 80, 90. Les systèmes experts étaient bien à la mode et ils ont fait des trucs relativement intéressants et des trucs qui peuvent paraître aussi intelligents. Et l'apogée, si vous voulez, des systèmes experts, ça s'appelle ce qu'a fait IBM avec Deep Blue, la machine qui a battu Kasparov aux échecs. Une machine qui bat le champion du monde d'échecs, c'est quand même absolument magnifique. C'est une machine vachement intelligente. Eh ben non, c'est une machine complètement con. Okay. Alors, pour vous expliquer un peu la technique ici, bah, c'est une base de règles, hein, ça tombe bien, parce que les échecs, bah, c'est un jeu avec des règles, donc les règles ne sont pas très compliquées. Hein. Je pense que vous pouvez, en 20 lignes, déclarer les règles des échecs, donc ce n'est pas quelque chose de compliqué. Et puis, les échecs, il se trouve que c'est un jeu mathématiquement fini, c'est-à-dire qu'on est capable de compter exactement combien il y a de coups aux échecs, à peu près 10 puissance 40 quelque chose, et donc bah, on est capable de modéliser à peu près tous les coups, et surtout le chemin qui va de n'importe quelle position de l'échiquier jusqu'à une victoire. Un garçon comme Kasparov, il a à peu près 20 coups d'avance, hein, il est très très fort. Nous, quand on joue aux échecs, on a à peu près 3 coups d'avance. Donc lui, il est beaucoup plus fort que nous, mais la machine, elle a tous les coups d'avance, si vous voulez. Donc il n'y avait absolument aucune chance que Kasparov puisse la battre. Et donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle la force brute. On met à peu près tous les coups dans la machine et on arrive à faire des choses relativement intéressantes. Donc c'est bien, mais c'est pas du tout intelligent. Hein. C'est un peu comme la pascaline, qui n'a pas d'intelligence, parce que c'est une roue, c'est de la force brute aussi. Hein. Donc c'est relativement facile. Dans les années 80, il y a des gens quand même qui titillaient toujours un peu les réseaux de neurones, parce qu'on se disait qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressant, au lieu de faire de l'informatique logique, donc comme ce que je viens de dire ici, qui sont les systèmes experts qui ont juste de la logique, on continuait quand même à faire de l'informatique statistique, hein, donc c'est ce qu'on a appelé le machine learning maintenant, donc ces réseaux de neurones deviennent le machine learning, et puis il s'est passé quelque chose dans les années 90, qui s'appelle l'arrivée d'Internet. Alors pourquoi c'est très très important d'avoir l'arrivée d'Internet pour le machine learning et pour les réseaux de neurones? C'est parce qu'Internet est arrivé avec son lot de big data. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Internet, c'est beaucoup de données, et les choses comme le machine learning ou ce qu'on appelle maintenant le deep learning ont besoin d'énormément de données. Alors là, je vais perdre la moitié de la salle, mais je vais vous rattraper dans 2 minutes et demie. Je vais perdre la moitié parce que je vais vous dire que sur Internet, dans les années 2000, il y avait beaucoup d'images de chats. Voilà, bon, le gars, il est complètement timbré. Qu'est-ce qu'il nous raconte maintenant avec ses chats? Je vais vous raconter qu'il y a beaucoup d'images de chats parce que les gens prenaient des chats en photo, vous voyez, et puis ils mettaient sur Internet « Oh, regarde, c'est mon chat, c'est mon petit kitty, machin, tout ça ». Donc on s'est retrouvé avec une base de données de chats très très importante, des millions et des millions de chats en photo sur Internet. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les nouvelles techniques, on va dire, d'intelligence artificielle, qui sont le machine learning et le deep learning, ont besoin de beaucoup de données, et des données vraies, des données annotées. Et là, Internet nous offrait la possibilité d'avoir cette base de données et de pouvoir tester nos théories grâce au fait qu'il y avait toutes ces images qui étaient disponibles. Et donc, les premières théories du machine learning et du deep learning, on peut être vérifiées avec un reconnaisseur de chats sur Internet. Alors moi, je déteste les chats personnellement, donc je n'avais pas grand-chose à faire, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de chats, et on a pu faire un reconnaisseur de chats, et on s'est rendu compte qu'avec à peu près 100 000 images de chats, on pouvait faire un reconnaisseur de chats qui était valide à peu près 98%. Donc c'est pas mal, hein, ça reconnaissait les chats à 98%, ça ne sert strictement à rien, sauf à pouvoir valider les théories. Okay? Mais là, la question, ce n'est pas tellement de se dire est-ce que c'est bien de faire un reconnaisseur de chat ou pas. Ce qui est rigolo, c'est de voir qu'il nous faut quand même 100 000 images de chats pour faire une reconnaissance de chat qui reconnaît les chats de temps en temps, hein, mais pas forcément tous les chats dans tous les cas, parce que c'est que 98%. Bon. Mais la question, c'est nous, humains, combien d'images de chats il nous faut pour reconnaître des chats? Est-ce que vous avez une idée? Ma fille de 2 ans, pour reconnaître des chats, pour tout le temps, à 100%, même la nuit, même quand ils sont dessinés par Picasso, ça je suis moins sûr, mais il lui faut 2 images de chats. Donc là, on est en train de dire, les techniques d'intelligence artificielle, là, cette fameuse intelligence artificielle qui est si intelligente, il lui faut quand même beaucoup d'images de chats par rapport à nous.
Donc les techniques utilisées par l'intelligence artificielle n'ont en fait strictement rien à voir avec les techniques que nous, humains, nous utilisons. Alors il faut être aussi honnête, il faut se dire que ma fille de 2 ans, c'est pas une image de chat qu'elle voit, c'est une instance de chat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de données que juste l'image. Il y a le fait que le chat, il marche comme ça, il court comme ça le long, il ne marche pas dans l'air. Donc il y a beaucoup plus de choses qui donnent une espèce de cohérence à un contexte qui est autour du chat. D'accord? Et ça, c'est un peu compliqué à capturer pour des machines. On pourrait le faire, on va pouvoir le faire, petit à petit, on va lui donner de plus en plus de paramètres, mais c'est des choses compliquées à appréhender. Mais ceci dit, bon, ça veut dire quand même que ce qu'on utilise aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir. Et pour ça, je vais vous donner un deuxième exemple qui est aussi intéressant. C'est ce qui s'est passé un peu plus tard, en 2016. Cette fois-ci, c'est la machine qui s'appelle DeepMind, qui est faite par Google, en gros. Et DeepMind fait tourner un programme qui s'appelle AlphaGo, et AlphaGo bat à plat de couture le champion du monde de Go, cette fois-ci. Et le Go, alors je ne sais pas si vous avez joué au Go ou pas, mais le Go est un jeu un tout petit peu plus compliqué que les échecs. Et donc là, ça a l'air encore plus intelligent. D'accord? Pourquoi c'est un petit peu plus compliqué que les échecs? C'est parce que quand vous demandez aux mathématiciens combien il y a de solutions au Go, comme on disait tout à l'heure qu'il y avait 10 puissance 49 pour les échecs, au Go, les mathématiciens vont vous dire qu'il y a entre 10 puissance 172 et 10 puissance 742 solutions. Donc exactement ce que je viens de dire ici, ça ne veut strictement rien dire, parce que 10 puissance 172 et 10 puissance 742, c'est un peu différent. D'accord? Et donc ça veut dire qu'on n'en sait rien, parce que c'est un jeu qui est mathématiquement pas fini, en fait. Et du coup, on va dire qu'il y a 10 puissance 200. D'accord? 10 puissance 200, c'est déjà beaucoup. Il y a des gens de temps en temps qui me disent 10 puissance 200, c'est que 4 fois plus 10 puissance 50. Ouais, d'accord, hein, c'est pas ça. Parce que je suis un peu inquiet des fois, mais bon, 10 puissance 200, pour nous, en gros, c'est quand même l'infini. D'accord? C'est quand même c'est beaucoup, beaucoup. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 10 puissance 182 atomes dans l'univers. D'accord? Donc 10 puissance 200, c'est beaucoup. Bon. Donc, 10 puissance 200, on ne veut pas représenter comme on représentait tout à l'heure à peu près tous les coups pour les échecs. Donc là, on va utiliser un mix entre les méthodes du système expert, donc les règles, parce que dans le Go, il y a quand même des règles, plus des méthodes statistiques qui vont permettre d'émuler, si vous voulez, des parties en fonction de parties qui ont été jouées, qui ont été aussi jouées avant et annotées. D'accord? Donc, on va faire un système statistique. On ne va pas rentrer dans le système. Le truc, bon, ça marche relativement bien. Ça a gagné. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder la machine elle-même. Alors, cette belle machine, là, vous apprécierez mes jolis dessins aussi. Cette belle machine qui est là, ça s'appelle donc DeepMind. Et c'est 1500 CPUs. CPUs, c'est les chips, c'est les puces d'ordinateur. D'accord? Donc, 1500 puces. Okay? C'est 300 GPUs. Les GPUs, c'est d'autres puces qui s'occupent de l'affichage en général et qui font du calcul matriciel, donc c'est un peu plus costaud que les CPUs. Et puis, il y a 30 TPUs. Les TPUs, c'est encore une autre bestiole, c'est un autre type de puces qui, elles, sont fabriquées spécifiquement par Google et qui font du TensorFlow, qui est une méthode spécifique au machine learning et deep learning. Donc, en gros, si vous voulez, dans ce machin-là, il y a 2000 ordinateurs. OK ? C'est 2000 ordinateurs. 2000 ordinateurs qui prennent 440 kW. 440 kW pour jouer au Go. OK? Donc la question là, ici qu'on se pose, comme on s'est posé tout à l'heure la question de comment l'humain, lui, il fait pour reconnaître les chats, l'humain, lui, qui est en face, qui joue au Go, lui, il n'a que ça. OK? Est-ce que vous savez combien ça prend, ça, en énergie? Vous avez une idée? Pas tous, hein. Il y en a qui font moins, mais en général, on fait 20 watts. D'accord? On développe 20 watts. Donc, là, on est en train de dire qu'on a fabriqué une machine qui joue au Go et qu'au Go, qui fait 440 kW, et qu'en face, il y a le mec qui, lui, il est à 20 watts. 20 000 fois moins. Et en plus, le mec, il fait autre chose que jouer au Go, j'espère. Vous voyez? Donc, encore une fois, ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que ces méthodes d'intelligence artificielle qu'on vénère tant n'ont strictement rien à voir avec les méthodes de notre intelligence à nous. Okay? Il faut comprendre un peu tout ça pour se relaxer un peu. Vous voyez? Alors, on a parlé des data, on a parlé des données.
un tout petit peu, dire qu'il fallait beaucoup de données pour ces systèmes. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs ça prend tant d'énergie, hein, parce qu'il faut concentrer ces données, les avoir toutes au même endroit, avec donc toutes ces puces qui vont travailler dessus. Et donc ça va effectivement prendre énormément d'énergie. En plus de ça, il y a des problèmes avec les données. Il y a des problèmes qui s'appellent le biais dans les datas, le biais dans les données. Et pour ça, il y a un exemple qui est relativement intéressant. C'est ce qui s'est passé avec Microsoft en 2016. Microsoft a sorti un robot, un chatbot, qui s'appelait Tai, qui était un chatbot sur Twitter. Et le but du chatbot, c'était très intéressant, c'était d'avoir quelque chose qui allait parler aux gens sur Twitter, qui allait parler des produits de Microsoft. Donc, c'était tout à fait louable hein, comme objectif. Mais le problème, c'est que dans l'histoire des chatbots, en 2016, l'histoire des chatbots n'est pas tellement vieille encore, hein, mais dans l'histoire des chatbots, ce chatbot, Tai, est devenu le plus raciste et sexiste de l'histoire des chatbots. Le truc, il s'est mis à insulter les blacks et les femmes. Okay, et Microsoft, au bout de 16 heures, a dû débrancher le machin, parce que c'était devenu absolument infernal. C'était absolument incroyable. Vous pouvez chercher sur Internet ce que disait Tai aux gens. C'était chaud. Hein. Et là, évidemment, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Alors évidemment, Microsoft ne communique pas là-dessus parce que ce n'est pas un épisode très glorieux, mais les chercheurs, les gens se sont demandé un peu ce qu'il aurait pu se passer et ce qui peut se passer dans des cas comme ça. Donc, il y a des possibilités. Il y a un bug qui serait un bug un peu classique, on va dire, qu'on appelle un bug d'adaptabilité. Quand on crée un chatbot, on va adapter le chatbot au public auquel on s'adresse. Okay, c'est normal. Donc on a un petit facteur d'adaptabilité où on va reprendre le vocabulaire des gens à qui on s'adresse. Et il se trouve que sur Twitter, alors moi je ne sais pas, je ne suis pas sur Twitter, mais il se trouve que sur Twitter, au bout de 2-3 interactions, on s'insulte. Donc le truc là, il marchait relativement bien, il s'est mis à insulter les gens au bout de 2-3 interactions. Bon. C'était pas très finaux, mais ça c'est pas difficile à fixer comme bug, il suffit de descendre un peu le slider d'adaptabilité, et puis bon, on garde la personnalité de Microsoft un peu sérieuse, et tout. Donc bon, ça c'est facile. Okay, mais il y a un bug beaucoup plus insidieux, qui est le bug du biais dans les datas. En fait, on a dit tout à l'heure, il faut beaucoup de données donc, pour faire des systèmes comme ça, et des données annotées de conversation, parce que c'est ça un chatbot, hein, c'est un truc qui va avoir des conversations. Des données annotées de conversation, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, c'est pas facile à trouver et on ne va certainement pas le trouver sur Internet. La clé, là, c'est annoter. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut que les conversations soient retranscrites, si vous voulez. Il se trouve que depuis les années 50, il y a une base de données qui s'appelle Switchboard, qui est utilisée par les gens qui font du langage naturel ou par les gens qui font de la reconnaissance vocale. Et c'est disponible, c'est une retranscription de plein de conversations téléphoniques entre des vrais gens et des call centers, à propos de leurs aspirateurs, à propos de plein de choses différentes. Et cette base de données est énorme, il y a des millions de conversations. Et c'est très intéressant parce que, bon, effectivement, c'est des conversations annotées. Alors c'est super, les gens évidemment utilisent ça, et j'imagine très bien, alors encore une fois on ne sait pas comment ça s'est passé, mais j'imagine très bien le gars de Microsoft qui est en charge du machin, il se retrouve dans cette base de données immense, et bon, il faut qu'il prenne quelque chose, il va prendre un sous-ensemble, et il se dit, bon ok, je vais prendre le truc, allez, les années 50, Alabama, parce que ça commence par A, hop, je mets ça. Vous l'avez là? Alabama, années 50 ? Moyen pour les blacks, on va dire. Okay, et donc, effectivement, vous prenez donc une base de données biaisée dès le départ, ça ne va pas s'arranger après, hein, entre les gens qui s'insultent et puis le machin qui est fondamentalement raciste dès le départ. Ben voilà. Donc, le message de ça, c'est de dire, quand on va créer ces systèmes de données, et on a vu ça, on a vu récemment, juste avant Noël, là, il y a eu un problème avec les cartes de crédit d'Apple qui donnaient la moitié du crédit aux femmes par rapport à ce qu'ils donnaient aux hommes. Enfin, on a vu plein de choses comme ça. On a vu quelques systèmes de recrutement automatique qui écartaient des gens qui étaient plutôt bronzés dans les trucs, parce que, bon, voilà. Donc il faut faire juste attention, parce que les bases de données, comme nous, elles peuvent être biaisées. Mais dans des systèmes comme ça peut se voir. Donc, réfléchissons-y et faisons attention. Tant que je suis dans les trucs qui m'énervent, on va parler de la boîte noire. D'accord ? La boîte noire, c'est quoi ? C'est l'IA, c'est une boîte noire. L'IA est inexplicable.
et comme c'est inexplicable, on ne peut pas lui faire confiance. Alors ça, c'est ce qu'on dit, évidemment. Et moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'inexplicabilité dans l'IA. L'IA est explicable, complètement explicable. Je vous ai dit, depuis le début, c'est que des mathématiques, hein, donc des mathématiques logiques et des mathématiques statistiques. Et c'est complètement explicable par les gens qui créent les algorithmes. Ils sont capables d'expliquer pourquoi et comment et vers où ça va aller. Alors c'est ce qui s'appelle explicable mathématiquement, mais c'est inexplicable pratiquement. Pourquoi? Parce que malheureusement, les ordinateurs ils vont faire quelques millions de calculs par seconde, et nous, après, si on veut remonter ces calculs, il va nous falloir un petit peu de temps, d'accord? Enfin, beaucoup de temps, pour pouvoir effectivement remonter les calculs. Donc on va pouvoir l'expliquer mathématiquement, mais pas pratiquement. Mais ce n'est pas nouveau. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu plein de moments où on pouvait expliquer mathématiquement des choses, mais sans pouvoir les expliquer pratiquement. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire qui est une histoire familiale, qui montre exactement la même chose. Ça se passe en 1914. 1914, il y a un garçon qui s'appelle Gaston Julia, mathématicien brillant, qui invente ou découvre, ça dépend comment on veut voir ça, les fractales. Quand je dis le mot fractal, ceux qui savent ce que c'est qu'une fractale, vous avez quelque chose qui vient de s'allumer dans le cerveau, et vous voyez ce que c'est qu'une fractale. En 1914, quand Julia il a juste son petit crayon et son petit papier pour faire des fractales, il a une équation où il explique à ses collègues mathématiciens que c'est un logarithmique qui est récursif et qui, à chaque niveau d'opération, a le même résultat qu'à l'opération précédente. Il n'y a que les mathématiciens qui comprennent. Hein. Expliquer ça aux communs des mortels, personne n'a rien compris. 1955, 40 ans plus tard, Julia est prof à Polytechnique, et il a un élève qui s'appelle Mandelbrot. Benoît dans son prénom. Mandelbrot écoute bien. Mandelbrot part aux États-Unis, arrive chez IBM. Chez IBM, on lui donne une grosse machine. Il rentre l'équation de Julia. Entre-temps, il en profite pour la renommer équation de Mandelbrot. On ne va pas se gêner. Et donc, équation de Mandelbrot, ça devient, sur l'écran, cette fougère que quand je vous ai parlé tout à l'heure de fractales, vous aviez vu, vous, parce que depuis, on explique les fractales en les dessinant. Et donc, ce dessin, il vous montre, évidemment, qu'à chaque niveau d'itération, vous avez le même dessin qu'au dessin précédent. À chaque niveau, vous regardez avec une loupe, et vous voyez le même dessin se dessiner à l'infini en itération. Et ça, donc, cette mathématique compliquée de 1914, en 1955, est devenue pratiquement explicable par un simple dessin. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que par un simple dessin, on va expliquer l'intelligence artificielle dans 40 ans, mais on va créer des outils qui vont être certainement basés sur l'intelligence artificielle elle-même, qui vont permettre de calculer aussi vite que les outils d'intelligence artificielle et qui vont permettre d'expliquer et de rassurer sur comment sont faits ces calculs et comment les décisions sont prises. OK ? Allez, tant qu'on est dans les trucs qui m'énervent toujours, on va parler de la voiture autonome. Alors, la voiture autonome, il y a plusieurs niveaux. D'accord ? Il y a le niveau 1 et puis ça va jusqu'au niveau 5. Et on nous rebat les oreilles, on nous explique depuis à peu près 3-4 ans que les voitures autonomes arrivent et qu'elles sont là demain, et que la voiture autonome niveau 5, donc celle qui est complètement autonome, qui n'a besoin absolument pas de vous et qui fait tout seul, cette voiture arrive très très bientôt. Enfin, ça c'est ce qu'on nous disait à CES. CES, c'est le grand salon qu'il y a à Las Vegas tous les ans. On nous disait ça à CES 2018, on nous disait dans 5 ans. Dans 5 ans, les voitures autonomes sont là. CES 2019, dans 15 ans. Dans 15 ans, les voitures autonomes arrivent. CES 2020, 20 ans, 25 ans. Okay. Alors moi, j'ai un scoop pour vous. Les voitures autonomes niveau 5, jamais. Jamais. Comme dans Jai, mais vous voyez, jamais. Donc, et j'ai des preuves, donc je vais vous le prouver tout de suite. Première preuve, elle est super fastoche pour les Français. Ça s'appelle la place de l'Étoile à 18h. Place de l'Étoile à 18h, vous collez une voiture autonome, le truc, il ne va pas avancer. Il est collé, il ne va pas bouger. Pourquoi ? Parce que la place de l'Étoile à 18h, ce n'est pas du code de la route. C'est de la sociologie, c'est de la négociation, beaucoup de négociations. Et donc, en fait, le machin, il ne va pas avancer. Alors, vous allez me dire, ouais, je peux toujours programmer la négociation, je peux toujours programmer la psychologie, la sociologie. Ouais, bon, très bien, je vous félicite. Vous allez vous faire
bien chier à programmer un truc pendant 2 ans qui va pouvoir traverser la place de l'Étoile en 3 heures. Bravo. Et après, je vous dis, ben, la bagnole là, que vous avez réussi à faire, vous la prenez là, et vous l'amenez à Bangalore. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été à Bangalore ou si vous connaissez Bangalore, mais si vous pensiez que la place de l'Étoile, c'était champion du monde, Bangalore, c'est champion de l'univers, vous voyez? C'est-à-dire que le truc, enfin, votre bagnole, elle, pareil, elle n'a pas bougé. Donc, là, c'est pour vous dire qu'il y a toujours des cas particuliers qui vont faire en sorte que jamais votre voiture pourra s'adapter comme nous, on s'adapte. Et pour ça, je vais vous donner un deuxième exemple qui est encore plus rigolo, qui est tiré de la base de données de Waymo. Waymo, c'est la compagnie qui est certainement la plus avancée aujourd'hui dans la voiture autonome. C'est une compagnie de Google qui fait donc des voitures autonomes depuis 10 ans, et ils ont conduit en autonomie 20 millions de miles. 20 millions de miles, c'est beaucoup de miles, hein. Et d'ailleurs, le CEO de Waymo a dit en mars 2019, lui aussi, que jamais la voiture autonome niveau 5 n'existera. Okay, donc il a raison, félicitations. Mais il a mis en même temps online sur YouTube, puisque c'est une compagnie de Google, ils ont mis online toutes les vidéos à l'époque, il y avait 11 millions de miles qu'ils avaient conduit, maintenant 20, et toutes les vidéos sont disponibles. Donc vous pouvez aller voir les vidéos des voitures qui conduisent dans Palo Alto, Mountain View, etc. C'est très très chiant. Hein. Je veux dire, il ne se passe rien, les bagnoles qui conduisent comme ça, elles s'arrêtent au feu, elles conduisent. Enfin, il ne se passe rien. Mais évidemment, il y a des bouffons comme moi, on va regarder ça et on passe des heures à regarder les trucs comme ça pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Mon fils me dit que je suis complètement con, mais bon, ça, il y a d'autres raisons aussi. Et donc, je regarde et j'ai trouvé la pépite, enfin une pépite, parce que je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Alors, la pépite que j'ai trouvée, c'est la suivante. On voit donc une bagnole qui roule dans Mountain View, et puis il ne se passe rien, parce que c'est chiant comme la mort. Et puis, d'un coup, au milieu de rien, la voiture s'arrête. 2 secondes se passent, elle avance 2 mètres, elle s'arrête. Encore une fois, 3-4 fois comme ça. Et là, on sent qu'il y a toujours un opérateur dans la voiture, l'opérateur reprend les commandes, et puis il démarre, parce que derrière, j'imagine le mec qui commence à être un peu nerveux, quoi, parce qu'il n'y a rien. Et là, on me dit, mais pourquoi cette bagnole fait ça, quoi? Et là, vous regardez bien la vidéo, les vidéos ne sont pas d'extrêmement bonne qualité, mais vous regardez bien la vidéo, et vous voyez que là, sur le côté, il y a 2 gars qui sont en train de marcher sur le trottoir. Bon, 2 gars qui marchent sur le trottoir, c'est pas... Hein. Mais vous regardez très bien encore la vidéo, encore plus en détail, et vous voyez qu'un des 2 mecs qui marche sur le trottoir, sur son épaule, il a un panneau stop. Alors, 2 choses là. Vous voyez un connard avec un panneau de stop sur le bord de la route, vous vous arrêtez pas. Ok? La voiture, bah, elle voit un panneau stop, elle s'arrête. Vous voyez, c'est quand même... parce que c'est le code de la route. Vous voyez? C'est embêtant. Nous, on s'adapte à tout et n'importe quoi. Parce que nous, on invente, on crée, et puis bon, mine de rien, on a une opinion sur tout. Quand on ne sait pas quelque chose, on va la ramener quand même. D'accord? C'est quand même la caractéristique de ce qu'on est. D'accord? Une machine, si elle n'a pas vu le cas avant, s'il n'y a pas un mec qui a écrit la règle avant, elle ne va pas faire. By the way, s'il y avait un ingénieur qui avait trouvé le cas, s'il y a un connard avec un panneau stop sur le côté, sur son épaule, lui, il faut l'embaucher, le gars. Hein, parce que, je veux dire, c'est inimaginable. Bref. Donc, voilà. Tout ça pour dire que la voiture autonome niveau 5, jamais. Ok, allez, on va continuer vite fait. Je n'ai plus beaucoup de temps, hein, je pense, parce que j'ai un challenge. On a commencé à 6, hein, donc jusqu'à 41. C'est compté, hein. Donc j'ai encore un tout petit peu de temps. On parle de Siri tout le temps, hein, parce que, bon, évidemment, pour moi, Siri, ça date de 97 quand même, hein, donc c'est un peu loin. Mais ce que je veux dire juste sur Siri, en fait, c'est un peu notre faute si on peut croire à des choses comme Her, le film que vous avez vu certainement de Hollywood, où le mec tombe amoureux de son assistante vocale, là. Faut pas faire déjà, hein, parce que ça sert à rien, hein, je vous dis. Mais c'est un peu à cause de nous. Pourquoi? Parce qu'on a humanisé Siri. Et donc, on a humanisé Siri pour une raison simple, c'est qu'on savait que ça ne marchait pas. D'accord?
Alors les gens ne se rendent pas compte de ça, mais c'est exactement la raison pour laquelle on l'a fait. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on n'était pas très bon. Alors je vous rappelle, on est en 97, donc ça fait très longtemps. On n'était pas très bon en reconnaissance de la parole. On avait une reconnaissance d'à peu près 80%. Aujourd'hui, on arrive à des 96, 98%. Mais 80% à l'époque, c'était vraiment pas bon. Et donc du coup, on a dit, pour cacher un peu ça, pour cacher la misère, on va humaniser le machin en lui faisant raconter des blagues quand elle ne comprend pas. Alors pour ça, on avait inventé le paradigme que j'appelle le paradigme de la boîte de nuit. D'accord ? Paradigme de la boîte de nuit, il y a du bruit. D'accord ? On est un peu bourré, enfin bon, on n'a pas toutes nos facultés, vous voyez ? Et donc il y a un gars qui vous parle dans la boîte de nuit, là, voilà, il parle, et puis il y a quelque chose à faire, quoi. Donc, et vous comprenez rien quand même, hein, vous êtes à 80%. Hein, donc, et donc le gars, il vous dit quand même des trucs intéressants, et à un moment, c'est à vous de parler. Vous voyez ? Donc il y a quand même une pression là. Et qu'est-ce que vous faites dans la boîte de nuit quand c'est à vous de parler ? Vous faites ça. Voilà. Alors ça c'est Siri. C'est ce que j'ai appelé plus tard la stupidité artificielle. Mais en fait, c'est nous. C'est nous. On s'adapte comme on peut. D'accord ? Et donc Siri est devenu rigolo. Il y a 300 millions effectivement d'utilisateurs relativement rapidement, juste parce que le truc, on a pu s'identifier un peu. Et c'est un peu notre faute, encore une fois maintenant, si les gens peuvent croire que des intelligences artificielles peuvent être intelligentes ou plutôt humaines. Okay ? Allez, tout ça pour dire que, bon, l'IA, j'en peux plus, hein, vous avez compris, donc l'intelligence artificielle elle-même, j'en peux plus, donc du coup, je veux garder quand même les deux lettres, parce que tout le monde parle d'IA, donc je fais de l'IA, moi je fais de l'IA depuis 25 ans, presque 30 ans, donc je vais garder IA, mais je vais retourner un peu les choses en disant que cette IA, je vais appeler ça l'intelligence augmentée. Ce n'est pas l'outil lui-même qui est l'intelligence augmentée, c'est notre intelligence qui est augmentée par ces outils. D'accord ? Donc la Pascaline va nous aider à faire des calculs. D'accord ? La machine, alors la voiture niveau 4, il faut la garder. Okay ? La voiture niveau 4, elle va éviter plein d'accidents. Ça va être super. Donc ça va être très très bien. C'est un bon outil. C'est mieux que nous quand on texte au volant, quand on boit un petit coup. Okay ? Donc ça va être super. Il faut pas ne pas le faire. Mais il ne faut pas faire croire que la machine niveau 5 va arriver. Okay ? Donc tous ces outils-là, ils vont nous augmenter dans notre métier, dans notre vie de tous les jours et tout ça. Donc c'est bien, il faut les garder, il faut continuer à les développer. Il y a des trucs super à faire, des outils de diagnostic pour la médecine, pour les radiologues, mais ce sont des outils. Ça va nous augmenter et ça ne va surtout pas aussi changer nos métiers. Enfin, ça va changer nos métiers, mais ça ne va pas nous remplacer. Okay ? Il y a une peur énorme là-dessus, je n'ai pas le temps d'en parler tout de suite, mais on pourra en parler dans les questions si vous voulez. Pour finir, je vais vous dessiner un truc. Vous allez partir, vous êtes les seuls informés, ça va être super. Vous allez comprendre ce que c'est que la vie. Vous êtes prêts ? Parce que ça, c'était joli comme dessin. Le prochain, voilà. Teaser, ça s'appelle. Ça, c'est les intelligences. Alors, je ne vous ai pas trop parlé d'intelligence humaine, parce que je ne sais pas trop ce que c'est. On ne sait pas trop ce que c'est. Il y a des gens très, très intelligents qui disent qu'il y a 7 formes d'intelligence. Moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, bon, il y a des intelligences. Disons, on va faire un dessin où ça va de 0 à 100. Alors, c'est le niveau d'intelligence, d'accord, on va dire. 0, c'est Trump, et 100, c'est un génie. OK ? On va dire ça comme ça. Là, on va se dessiner nous les humains. Hop ! On est pas mal. On n'est pas des génies, d'accord ? Mais on est pas mal. Et puis, ça, là, sur l'abscisse, c'est les domaines d'intelligence. D'accord ? Donc, on est pas mal, et comme j'étais là, on peut la ramener sur n'importe quoi, dans tous les domaines. On est pas mal. Okay ? Et non seulement on est continu, donc si on parle d'un produit mathématique, mais ce que je vais vous dire aussi, c'est qu'on est infini. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si quelqu'un invente là, tout de suite un truc, maintenant là, pouf, un truc qui est inventé, tout le cercle qui est autour là, on va pouvoir la ramener sur ce qui a été inventé. On va pouvoir dire quelque chose. Donc on est infini. D'accord ? On va pouvoir avoir une opinion sur le machin. Même si on ne comprend rien, on va avoir une opinion. Okay ? Donc on est continu infini. Poum. OK. Regardons les intelligences artificielles dont on a parlé juste avant. Alors déjà, je vais me mettre moi aux échecs, hein, c'est moi qui fais le dessin, donc je fais ce que je veux, je suis pas mal. Aux échecs, Deep Blue, dont on a parlé tout à l'heure en 97, il est où ? Deep Blue, il est là. Il est à fond, il a tous les coups, donc de toute façon, il gagne. Si vous gagnez contre votre ordinateur aux échecs, c'est parce que vous l'avez mis au niveau 2. Okay ? Hein ? Niveau 10, il gagne. Donc voilà, bon, c'est là. Le Go, la machine DeepMind, cette fois-ci, dont on a parlé tout à l'heure, elle est où, elle ? Elle est là, mais elle, je vais la mettre plus qu'un génie. Parce que, vous savez, elle fait des coups qui n'ont jamais été joués dans l'humanité.
parce qu'il y a tellement de coups possibles que le truc, c'est plus qu'un génie. Okay, très bien, on va la mettre là. Et puis, je vais mettre la voiture niveau 4, d'accord? Voiture niveau 4, comme j'ai dit tout à l'heure, elle va être mieux que nous, pour sûr, hein, parce qu'elle ne va pas boire, elle ne va pas texter au volant, etc. Donc, elle va être super, ça va éviter 90% des accidents, super. Très bien. Je vais mettre un truc à côté, on verra pourquoi après. Et puis, n'importe quoi, n'importe quel domaine qu'on puisse imaginer, on va créer un outil. Si on crée l'outil, c'est qu'il est meilleur que nous, parce que sinon, ce n'est pas un outil, hein, ça ne sert à rien. Donc, on va pouvoir créer un outil qui est meilleur que nous. OK? Très bien. C'est ça. Qu'est-ce que je viens de faire, là, avec ces barres? Avec ces barres, je viens de créer quelque chose, je viens de vous montrer que pour chaque domaine, potentiellement, on va prendre 440 kW déjà, c'est une connerie monumentale, mais pour chaque domaine, on va avoir des trucs très très spécialisés. Et je me retrouve avec un graphe qui, cette fois-ci, est discret. D'accord? Donc ça veut dire que pour chaque domaine, je suis obligé de faire quelque chose de particulier. Pour chaque domaine, je peux péter potentiellement 440 kW. Okay? Pour passer de discret à continu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier par l'infini, en gros. Okay? Compliqué. Réfléchissez-y, ce soir, ça va vous fatiguer. Mais regardons aussi maintenant de domaines connexes. Donc les domaines connexes, c'est quoi? C'est la conduite et la livraison, j'ai mis ici, c'est des trucs qui se ressemblent et tout ça. Donc on dit, on va faire du transfer learning entre l'un et l'autre, on va prendre des modèles de la conduite, on va les appliquer à la livraison. Ok, super. Et il y a un petit problème, c'est que quand on regarde là ce qui se passe entre ces deux lignes discrètes, en mathématiques, qu'est-ce qui se passe entre deux lignes discrètes? Entre deux lignes discrètes, il y a l'infini, encore il fait chier l'infini, hein. Il est là tout le temps, hein, c'est compliqué. Donc du coup, c'est trop, quoi, d'accord? Donc on n'arrivera jamais à avoir absolument tous les domaines couverts, mais on va pouvoir couvrir des domaines petit à petit, mais il va falloir les choisir correctement à cause du problème d'énergie dont je parlais tout à l'heure. Et enfin, je veux regarder ce qui se passe à droite, là-bas, hein, le truc qu'on vient d'inventer tout à l'heure, là, d'accord? L'IA, elle est où, là? Dans ce qu'on vient d'inventer, on vient juste de l'inventer. Nous, on a une opinion tout de suite, là. L'IA, elle est où? L'IA, elle est nulle part. Okay? Parce qu'il n'y a pas les datas encore, on n'a pas les données, on n'a pas fait les règles, on n'a pas eu le temps encore, donc il n'y a rien. Okay? Donc quand on nous raconte que l'IA va se générer elle-même et va faire des trucs et va inventer des trucs, l'IA n'invente rien, l'IA ne crée rien, les seuls qui inventent et qui créent, c'est nous. On a le manche du marteau c'est un excellent outil qui est rigolo. On a le manche du marteau, c'est nous qui décidons de comment l'utiliser. On peut l'utiliser à bon escient pour planter le clou, c'est bien. On peut l'utiliser à mauvais escient pour taper sur la tête du gars d'à côté, mais ça, c'est pas bien. Et donc c'est pour ça que des fois, il faut réguler. Il faudra réguler, il faudra faire de la régulation, il faudra expliquer. La régulation a vertu éducative, il faut s'éduquer, il faut comprendre, il faut arrêter de raconter des conneries, il faut comprendre ce que ça fait, comprendre ce que ça fait pas, et surtout, passer la bonne parole. L'IA, c'est super si on l'utilise correctement, mais on peut l'utiliser de mauvaise manière aussi. Merci. Merci, Luc Julia. Je me sens augmenté, là. Par contre, je viens d'avoir Trump. Vous retournez quand en Californie, là? C'est pas possible. Allez, on va faire circuler les micros. N'hésitez pas. On va se donner un quart d'heure, pareil. Allez, c'est la dernière conférence. Prenons du plaisir. Une première question à madame, là-bas. Allez, c'est parti. Déjà, merci beaucoup. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle dans le domaine de la médecine. Et donc, vous avez dit, ça, c'est vraiment un super cas, ça va être un outil extraordinaire. Et il se trouve qu'en fait, il n'y a pas très longtemps, dans ma famille, on en a discuté, notamment de la reconnaissance d'images sur l'imagerie médicale. Et il semblerait que la tendance, c'est que, en fait, l'outil est tellement génial que les spécialistes, ils ont tendance à se reposer sur les décisions de l'IA et la tendance, ça serait qu'on perd cette notion de contexte et de ce qui fait... Et d'analyse humaine. Voilà. Alors, c'est vrai et faux. Alors, c'est vrai dans le sens, imaginez qu'on a un radiologue qui voit des dizaines de radios de cancer du sein tous les jours, d'accord? De potentiels cancers du sein. Le problème, c'est que dans ces dizaines, il va y en avoir que 1 ou 2% qui vont être des vrais cas qu'il faut traiter. Il y a beaucoup de false positives, ce qu'on appelle les false positives. L'IA va aider
à faire ce tri. C'est-à-dire qu'on va pouvoir présenter aux médecins des cas qui sont les cas vraiment à traiter, et donc l'IA va aider à ça. L'idée de dire que l'IA prend une décision, comme vous l'avez dit dans la phrase, ça, c'est pas vrai. L'IA ne prend pas de décision, c'est une aide à la décision. Donc ça va éliminer les cas qui vont a priori ne pas avoir de cancer, parce que effectivement, l'IA, par rapport à un docteur aussi expérimenté soit-il, l'IA va avoir vu des centaines de milliers d'images de cancer, et donc va pouvoir savoir si c'en est un ou pas, quand le médecin lui-même va passer beaucoup plus de temps à définir si c'en est ou pas, parce qu'il a une expérience de 1000, 2000, 10 000 images quand ils sont vieux. Donc, le tri va être fait déjà, et ce qu'on pense, nous, c'est qu'une fois que le médecin va être en relation avec la patiente, cette fois-ci, donc une patiente à traiter, il va être augmenté par non seulement le fait qu'il aura à se focuser sur cette patiente-là, mais aussi regarder d'autres paramètres. Je parlais tout à l'heure de d'autres paramètres qui étaient pour la reconnaissance du chat pour nous humains. Pour le médecin, ça va être pareil. Les deux autres paramètres, ça va être savoir son contexte familial, social, etc., qui peuvent être des causes aussi qui amènent ce problème. Et donc, il va y avoir une interaction aussi beaucoup plus efficace, beaucoup plus humaine entre le patient et entre la patiente et le médecin. Et on pense vraiment que cette augmentation va être possible grâce au fait que tous les cas qui n'étaient pas intéressants, qui en fait n'étaient pas des vrais cancers, vont être écartés automatiquement par la machine. Donc c'est comme ça qu'on voit les choses. Et d'ailleurs, quand on parle aux médecins, de toute façon, point de vue légal aujourd'hui, de toute façon, le diagnostic ne peut pas être fait par la machine. Ça, c'est clair, il faut qu'il y ait un médecin qui fasse le diagnostic. Maintenant, on pense que le diagnostic va être fait d'une manière beaucoup plus efficace et le traitement va être fait d'une manière beaucoup plus efficace grâce à cette nouvelle interaction qui va être, on va dire, plus humaine. Vaut mieux pas que ce soit la machine qui fasse le diagnostic, surtout s'il y a un panneau stop en plus. Ouais, exactement. Ici. Oui, monsieur. Oui, bonjour, merci beaucoup pour ce talk à la fois très intéressant et amusant. Votre humour parsemé là, c'était fantastique. Une question sur la traduction. Les traductions anglais-français, comme très souvent, apportent une certaine confusion. Intelligence en anglais, ça ne veut pas du tout dire intelligence, ça ne veut pas dire intelligence, ça veut dire compréhension. En anglais, intelligence, c'est understanding. Et donc, en fait, la traduction d'intelligence artificielle en français devrait être compréhension artificielle. Et donc, ces outils, leur bénéfice, c'est de comprendre une grande masse de données. Et du coup, si on appelait ça compréhension artificielle, ça changerait totalement la physionomie des débats qu'on a en France sur les dangers, et ainsi de suite. Et puis une autre question qui n'a rien à voir avec la première, vous travaillez à cheval sur 3 cultures, la culture française, américaine et coréenne. Qu'est-ce que c'est voilà, ce travail sur ces 3 cultures vous a appris justement sur vos domaines de compétences, vos domaines de recherche? Alors pour la première question, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de traduction de toute façon entre ces différentes choses. À la fin, les algorithmes qu'on crée aujourd'hui, on a appelé ça machine learning, deep learning, parce que c'est du learning, c'est de l'apprentissage. Donc en fait, la vérité, c'est qu'il faudrait dire qu'on apprend quelques trucs à la machine dans des domaines particuliers. Et donc si on parlait d'apprentissage des machines, ce serait déjà beaucoup plus relaxant. Et ça irait certainement mieux que de parler effectivement d'intelligence qui fait peur ou qui fait fantasmer. D'accord ? Donc l'apprentissage, c'est un peu plus, c'est un peu moins connoté, on va dire. Donc moi je pense qu'il faudrait parler, c'est pour ça que je parle souvent de machine learning et deep learning, parce que c'est ce qu'on fait, c'est les algorithmes qu'on fait, et on essaye vraiment d'apprendre et de faire apprendre avec beaucoup de données, trop de données, mais c'est ce qu'on fait. Donc pour ça, on est d'accord. Pour ce qui est des cultures, effectivement, donc ce qui est intéressant, et si je suis resté dans la Silicon Valley depuis 27 ans maintenant, c'est parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est de travailler avec des gens différents de moi. On fait tous la même chose, on pense tous pareil, et donc l'innovation, parce que c'est quand même mon métier, l'innovation est compliquée. Quand on est un melting pot
de culture. Donc, la Silicon Valley, c'est effectivement la rencontre de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique. Enfin, c'est un bordel sans nom. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est ce melting pot et plus une culture de ruée vers l'or, d'accord, qui est une culture d'aller chercher avec les dents quelque chose de différent, d'accord. Et donc, ce que ça m'a appris, c'est presque 30 dernières années, c'est ça, c'est de respecter ces différents points de vue. Donc, ça se fait au niveau des cultures maintenant pour moi, mais dans mes équipes, ça se fait au niveau de la multidisciplinarité, en fait, parce que je considère que avoir d'autres gens que des ingénieurs dans les équipes, c'est intéressant, parce que ça donne un point de vue qu'on n'avait peut-être pas vu, mais qui va permettre de diverger assez pour faire justement une innovation. Oui. Merci également pour votre présentation, c'était du bonheur et votre sens de la dérision est assez exceptionnel. J'aurais également 2 questions courtes. Une première sur l'informatique quantique. On a un rapport qui a été rendu au gouvernement la semaine dernière. Est-ce que c'est le dernier truc à la mode, ce qui peut être possible? Est-ce que c'est une puissance de calcul dans laquelle on peut espérer supplémentaire? Et le deuxième, qui n'a rien à voir avec ça non plus, vous avez évoqué à plusieurs reprises la dépense énergétique. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, on va réellement, parce que pour moi c'est un vrai problème, pouvoir avoir une veille environnementale des effets du numérique? Ouais. La deuxième, on peut passer beaucoup de temps, c'est très important. Je vais juste dire 2-3 mots après. Pour le premier, l'ordinateur quantique, on est loin. On est très 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 loin. C'est certainement quelque chose d'intéressant. Alors c'est de la physique. Moi je suis mathématicien, donc la physique j'ai toujours un peu de problème. Mais il y a certainement quelque chose d'intéressant. La réalité, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, si on veut s'approcher d'intelligence artificielle, d'une intelligence artificielle qui ressemblerait à notre cerveau, il faut faire quelque chose de différent de ce qu'on fait aujourd'hui, qui sont que des mathématiques et des statistiques. Donc il faut faire autre chose. Moi, je pense que la biologie, c'est quelque chose d'intéressant, parce que c'est ce qui est quand même le plus proche, et la physique, c'est pas loin de la biologie, on va dire, donc peut-être que c'est intéressant. Ceci dit, maintenant, on va parler du quantique en particulier. Le problème du quantique, c'est qu'il y a, au mois de novembre ou décembre, il y a Google qui a annoncé la suprématie quantique. Ils avaient atteint la suprématie quantique. Bon, ils ont été déchirés par des scientifiques juste après avoir annoncé ça, mais cette suprématie quantique, il faut quand même respirer encore un peu là et comprendre ce que ça veut dire. D'accord ? Alors, je ne vais pas vous faire un cours de quantique parce que ça va être un peu compliqué, mais il faut comprendre que si on se projette dans un espace mathématique connu de nous aujourd'hui, cette fameuse suprématie qu'ils ont atteint l'année dernière, si on projette donc les équations qui ont été faites, qui ont été résolues dans notre espace mathématique, c'est quelque chose qui est moins compliqué qu'une addition. Okay ? Donc ça veut dire que c'est un truc complètement inutile. Donc il faut se remettre, mais ça a l'avantage d'avoir été une opération. C'est là une première opération qui a été effectivement faite en quantique, mais qui n'a strictement aucun intérêt aujourd'hui, purement pratique. Pour arriver à quelque chose de pratique, il va falloir beaucoup de temps. D'accord ? Il y a des gens qui disent 5 ans. On est plus dans les 30 ans, je pense. Okay ? Donc peut-être qu'on va arriver effectivement à faire un ordinateur quantique un jour qui sera intéressant, qui va résoudre des problèmes qui sont plus pratiques, une addition, une multiplication. D'accord ? Mais aujourd'hui, on est loin de ça. Problème de l'ordinateur quantique aussi, c'est le montant d'énergie. Ça lie en fait à la prochaine question. Le montant d'énergie qui est nécessaire pour faire ces calculs dans ces ordinateurs quantiques qui sont très compliqués parce que, en gros, on fait un continuum entre le 0 et le 1 au lieu d'avoir des 0 et des 1. Donc ça va être long, ça va être cher et ça peut peut-être nous mettre dans le mur aussi pour l'énergie. Maintenant, on va lier avec le problème de l'énergie aujourd'hui. Le problème qu'on a avec le numérique en général, c'est que dans les années 80, on nous avait promis que le numérique allait être dématérialisé et donc que ça allait aider la consommation d'énergie. La réalité, c'est que la consommation d'énergie a continué à augmenter malgré tout parce que on utilise beaucoup d'énergie. Comme j'ai dit, on utilise beaucoup de données. Dans l'IA en particulier, avec le deep learning, le machine learning et le deep learning, on demande plus et plus de données qu'on centralise sur ces data centers qui demandent beaucoup d'énergie pour être refroidis. 60% de l'énergie d'un data center, c'est pour juste son refroidissement, même pas le calcul. Je veux dire, c'est aberrant complètement. Donc,
Si on continue à faire les mêmes choses de ce qu'on fait aujourd'hui avec, c'est une facilité, hein, cette force brute dont on parle, c'est facile, mais il y a des trucs qui sont bien, il y a des trucs qui sont moins bien. Trouver une machine qui va détecter le cancer du sein, je suis pour, allons-y. Faire une machine qui va jouer à un nouveau jeu, on s'en fout, d'accord? Donc il va falloir choisir, peut-être qu'à un moment il va falloir réguler, il va falloir dire, écoute, ce que tu fais, ça sert quand même à rien, pète pas la planète pour faire ça, quoi. D'accord ? Et puis d'autres trucs, on va dire, bon ok, on veut bien expérimenter là-dedans parce que ça va effectivement avoir un progrès pour l'humanité. Donc il va falloir réguler, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, la régulation a vertu d'éducation, c'est-à-dire que c'est un choix du régulateur, c'est un choix du peuple, c'est-à-dire que c'est nous qui élisons les régulateurs, donc il faut qu'on soit éduqués pour pouvoir expliquer ce qu'on veut, nous. D'accord ? Déjà, il faut comprendre, la majorité des personnes aujourd'hui ne comprennent pas que le numérique, en fait, nous fout dans le mur. D'accord ? Le pétrole, oui, d'accord, c'est embêtant, les effets, les problèmes avec le gaz d'effet de serre, tout ça, c'est compliqué. Mais en fait, aujourd'hui, la grosse partie qui nous fout dans le mur, c'est le numérique. Et donc, il va falloir qu'on prenne des décisions bientôt. Un des trucs que moi, j'ai envie de faire et que je pousse... Et c'est pas trop tard ? Alors, bon, si vous parlez à un gars qui s'appelle Jean Covici, qui est un Français, qui est un prof qui s'occupe des problèmes d'énergie, lui, il pense qu'on n'est pas loin d'être trop tard quand même. Il dit que nos enfants... la génération qui suit la nôtre, va devoir utiliser 30% de ce que nous, on a utilisé, point de vue énergie. C'est triste, d'accord ? Ça veut dire qu'il va falloir qu'ils serrent la vis un tout petit peu. Et pour ça, peut-être que l'IA elle-même peut aider. C'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir avoir des choses qui vont... Comme je disais tout à l'heure, pour l'explicabilité, l'IA peut aider, mais pour l'énergie aussi peut-être. Mais aussi, nous, scientifiques, on peut chercher des choses pour faire en sorte que l'IA soit plus efficace. Donc peut-être qu'au lieu d'avoir 100 000 images de chats pour connaître des chats, peut-être qu'on peut faire quelque chose avec 5 000 images de chats. Donc du big data, peut-être qu'on peut faire du small data. Donc ça, c'est ce que j'essaye de faire. Après ça, au lieu de faire des trucs centralisés dans ces data centers qui nous bouffent 60% juste pour le refroidissement, peut-être qu'on peut faire quelque chose qu'on dit on the edge. Donc on va décentraliser. Donc peut-être que le calcul doit se faire plus près de là où sont les datas pour pouvoir les transporter, Donc, il y a peut-être des solutions, mais ça va être compliqué. On essaye de prendre encore une ou deux questions. Il y en a une là-bas, oui. Ok, on passera ici après. Devant. Bonjour. Allez-y. Faut-il mettre des robots en liberté pour laisser la machine faire expérience du monde réel et combler ces fossés entre ces domaines de compétences qu'elles puissent rencontrer des instances de chats, caresser leur fourrure pour savoir ce que ça fait, et qu'elles puissent apprendre qu'il ne faut pas leur taper au marteau dessus parce qu'on n'a pas besoin de savoir ce que ça fait. Alors, vous pouvez toujours les mettre, les robots, où vous voulez, quoi. Je veux dire, à la fin, les robots, ils ne savent pas quoi faire. D'accord ? Donc, ça, j'ai un problème avec cet apprentissage automatique. D'accord ? Bon, il y a plusieurs façons de voir l'apprentissage automatique. Je veux dire, un robot, il fait ce qu'on lui dit de faire. D'accord ? Donc je peux dire à un robot, va apprendre le monde. Ça va être compliqué. D'accord ? Parce que bon, ça veut dire quoi ? Il faut que je lui donne beaucoup plus d'instructions que ça. Donc il faut que je lui tienne la main beaucoup plus que ça. Mais pas lui tenir la main comme on tient la main à un enfant pour lui apprendre des choses. C'est en fait beaucoup, beaucoup plus fatigant parce que lui, il n'a pas les moyens de perception qui vont aller bien. Alors, vous allez me dire, on peut toujours mettre toutes les perceptions qu'aurait un humain à l'intérieur d'un robot. Donc, on va lui mettre l'ouïe, on va lui mettre la vue, on va lui mettre le toucher, on va lui mettre l'odorat. Bon, on va tout lui mettre, tous les sens. Ok, super. Mais, je veux dire, ça va être excessivement compliqué. On ne peut pas dire à un robot, va apprendre le monde. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Je peux dire à un robot, va tuer le mec là-bas. Ça, je peux lui dire, et il va le faire beaucoup mieux que n'importe quel humain. Ça, c'est sûr. D'accord ? Donc, il faut juste comprendre qu'aujourd'hui, encore une fois, le marteau dont vous parliez aussi, c'est nous qui avons le manche. On décide. C'est nous qui décidons. On peut décider de faire le bien, on peut décider de faire le mal. Des fois, on fait le mal sans faire exprès. Comme je parlais des trucs de Microsoft tout à l'heure, le gars, il n'a pas fait exprès de prendre l'Alabama. D'accord ? On vient de me rappeler à l'ordre. Il y a le TGV. Puis on n'a pas fait le robot pour le... Allez, une dernière, vite. Oui. Merci pour votre intervention. Pour revenir en fait sur ce que vous disiez sur les problématiques énergétiques, je me demandais dans quelle mesure l'IA pouvait nous permettre de choisir les usages à privilégier
en termes de coûts et d'opportunités. Puis la deuxième question que j'aurais, c'est, vous parliez de régulation pour tout ça. Est-ce que vous-même, vous avez imaginé des régulations ou une fiscalité derrière tout ça? Et si oui, en France ou à l'échelle globale? Bon, pour l'énergie, comme je dis, oui, je pense que l'IA peut aider à faire des choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir Enfin, je pense que l'IA peut aider à éduquer. À partir du moment où on va éduquer, on va pouvoir faire les choix éduqués. D'accord? Donc je pense que ça, c'est possible. Maintenant, c'est pas facile, d'accord? Parce qu'il va falloir faire les machines qui vont bien. Pour la régulation, bon, la fiscalisation, je sais pas, j'ai pas idée, mais la régulation elle-même, évidemment qu'il va falloir réguler à un moment donné. Parce que la puissance des technologies qu'on est en train de fabriquer est telle que si on peut lui faire des choses qui sont très très dangereuses. De toute façon, il va falloir faire ça. En France, en Europe, par exemple avec RGPD il y a 2 ans, au mois de mai 2018, on a fait RGPD, ça a fait peur à plein de gens, enfin ça a embêté plein de gens parce qu'ils disaient ça va arrêter l'innovation, blablabla, mais en fait RGPD c'est une très très bonne chose, parce que RGPD a eu vertu éducative, encore une fois, pour les gens qui ne comprenaient pas, ils ont pas pourquoi on a RGPD. On a RGPD parce que se foutre à poil sur Internet, c'est pas bien. D'accord, il y a des problèmes potentiels. Et ben, on a compris ça, il y a des gens qui n'avaient pas compris avant, grâce à la loi, on a compris. Le problème, c'est que RGPD, comme toutes les régulations, viennent bien en aval de l'innovation. D'accord ? Les premiers problèmes de privacy, je ne sais pas comment on dit en français, privacy de vie privée sur Internet, ça ne date pas de 2018. D'accord ? Dans les début des années 2000, Internet est arrivé en 95, on va dire, d'accord, 94-95. Bah, au début des années 2000, il y avait déjà plein de cas où les mecs s'étaient exposés sur Internet et ils se sont rendus compte que c'était embêtant. D'accord ? Il a fallu 18 ans pour avoir la régulation. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème d'éducation, encore une fois, éducation des masses, mais éducation aussi du régulateur, qui vient des masses. Mais bon. Et donc, on a des problèmes. Mais il faut éduquer, il faut réguler, c'est sûr qu'il faut réguler. Et il ne faut pas en avoir peur, parce que c'est notre science qui est en jeu aussi. Merci beaucoup, Monsieur Luc Julia, pour ce moment passé ensemble. Merci. Merci. Merci.